Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique. Dirigé par Vincent Lagnol. Avec Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux. Bruno Geoffray et Denis Zawaritzky, Jean-Baptiste Geoffray, 1766 à 1824. Pédagogue novateur et instituteur des sourds-muets à Saint-Pétersbourg, 2021. Christophe Danvers, Le corps souverain. Une histoire des représentations du pouvoir en France, 2021. Gérald Simm, Louis Touzard, 1749 à 1817. Un artilleur entre deux mondes, 2021. Bernard Cataneo, Mésentente cordiale. Les Anglais vus par les Français au tournant du XXe siècle, 2020. Éric Wenzel, La Grenade française et ses institutions coloniales au XVIIe et XVIIIe siècle. Entre échange et dépendance, 2020. Thomas Laffitte, La France et la Hongrie, 1981-1990. Analyse d'un rapprochement inédit mais limité, 2020. Jacques Lose, La Confédération générale des vignerons du Midi. 1907 à 1997. Un siècle de syndicalisme viticole, 2020. Jade Azoug-Montané, Dava à l'AFP, Histoire d'une agence de presse unique, 2020. Cécile Khalifa, Les Lusignans, l'île d'Aphrodite et la guerre. La défense de Chypre médiévale, 2020. Hélène Palma, Henry Homelord Cam, Artisan des Lumières écossaises, 2020. Dédicace à Daniel. Remerciements. Mes remerciements sincères aux historiennes et aux historiens qui ont pris le temps de lire des chapitres de cet essai, pour leurs remarques fructueuses. À Cédrine dont la lecture bienveillante, critique et pertinente a grandement contribué à l'amélioration du texte final. Aux personnes du service du prêt entre bibliothèques de la Bibliothèque universitaire de Nantes. Et bien sûr aux éditions L'Harmattan qui donnent leur chance à tant d'ouvrages audacieux, singuliers, érudits. Exergue. Amour veut et m'accorde que je dise, pense et fasse tout ce que je voudrais, et pourquoi pas? Marguerite Porrette, 1310. Avant-propos. À la cour de Philippe le Bel est issu d'un manuscrit unique qui comprenait la période du règne de 1305 à 1314, incluant l'affaire des Brus, aujourd'hui paru aux éditions L'Harmattan. Pour des raisons éditoriales, j'ai choisi de dissocier le scandale adultère des belles-filles du roi, de la vie à la cour et des autres affaires qui le précèdent de 1305 à 1313. Les 2 livres peuvent se lire indépendamment, mais s'enrichissent mutuellement des différents éclairages qu'ils apportent sur cette période. Le but cependant est bien de montrer que rien ne laisse présager avant 1314 la condamnation des princesses, ni la vie curiale, ni ce que nous savons de leurs activités, ni les relations avec le roi ou leurs époux, solidaires, affectionnés selon toute vraisemblance. Cet essai partiellement réécrit tente de faire de vivre de l'intérieur la dernière décennie du règne de Philippe le Bel. Je n'ai pas hésité à proposer une analyse, une interprétation des événements, avec en arrière-plan l'affaire des Brus qui a entraîné leur déchéance, à formuler des hypothèses ou à poser des questions pour lesquelles mes recherches n'ont pas trouvé de réponse. Les notes infrapaginales nombreuses font partie intégrante de ma méthode de travail. Informations sur les références utilisées, précision ou critique historiographique, appréciation personnelle. Elles ont aussi pour objectif de faciliter d'autres recherches, d'éclairer des faits connexes à l'histoire du règne et de proposer des hypothèses nouvelles ou des rectifications généalogiques. Elles ne doivent pas cependant décourager la lectrice ou le lecteur amateur d'histoire,
qui peut très bien se laisser porter sans s'y référer. Enfin, pour celles et ceux qui s'empêtrent avec les noms et les liens de parenté, le nombre de Jeanne par exemple est proprement incalculable. Des tables et des annexes généalogiques sont disponibles en fin d'ouvrage. Des femmes et des hommes cependant ne font que traverser notre histoire, et je les cite par souci de précision et de visibilité, pour l'intérêt d'une anecdote ou l'illustration d'un aspect intéressant de la vie à cette époque. On ne saurait tous les retenir. Introduction. Les princesses de Bourgogne, quand on ne les a pas oubliées, sont tristement célèbres pour leur adultère supposé avec les frères d'Aulnay, 2 chevaliers au service des princes, drame que l'on appellera bien postérieurement l'affaire de la Tour de Nesle, magistralement romancée dans Les Rois maudits de Maurice Druon. Mais avant d'être arrêtées pour ce crime, qu'elles n'ont assurément pas commis, et brutalement emprisonnées sur ordre du roi, leur beau-père Philippe le Bel, ces princesses menaient à la cour une vie bien remplie d'événements personnels, familiaux ou politiques, faite aussi de petits riens, comme toutes les vies humaines. Cet essai se propose de suivre pour ainsi dire au jour le jour et dans la mesure du possible par leur regard, la reine de Navarre Marguerite de Bourgogne et ses belles-sœurs Jeanne et Blanche, mais aussi leurs réseaux familiaux étendus, leurs proches, leurs frères et sœurs, leurs époux, leurs dames et demoiselles de compagnie et l'entourage du roi. Ce faisant, l'on découvre la cour de Philippe le Bel où les femmes tiennent une place incontestable par leur nombre et leurs interactions avec le souverain ou ses fils. Parfois les princesses sont à distance et l'histoire politique passe loin d'elles. Nous entrons alors dans le quotidien du roi, de ses conseillers, et notamment du premier d'entre eux à partir de 1311, Enguerrand de Marigny. Cette approche événementielle et descriptive de la décennie qui précède l'affaire des Bru ne livre pas l'analyse des autres affaires, la chute du temple ou l'expulsion des Juifs par exemple, ou de la principale préoccupation du règne, l'argent, qui mérite une investigation à part entière. Les procès et les décisions emblématiques sont alors pour la cour des événements, certes spectaculaires, mais qui ne modifient pas nécessairement le quotidien des princesses, et le mariage d'Isabelle, fille du roi, les rebondissements en Morée ou à Rhodes, les tensions avec la Flandre ou le Concile de Vienne sont des sujets bien plus prééminents. Sans avoir nécessairement le pouvoir, ces femmes existaient, et méritent en conséquence d'être sorties de l'invisibilité historique. Le déroulement est chronologique. C'est ainsi que l'on explique nombre de faits, que l'on peut pondérer leur importance à l'échelle d'une vie, et que l'on évite les méprises sur le caractère ou le motif des actions des femmes et des hommes objet de notre étude. La période de 1305 à 1313 débute un peu avant l'arrivée de Marguerite de Bourgogne à la cour, où résident déjà ses futures belles-sœurs Jeanne et Blanche. Puis s'égrènent les affaires essentiellement familiales de 1308 à 1309, très interconnectées avec les événements politiques, le temps opaque des procès pour hérésie en 1310, la période sous tension du Concile de Vienne en 1311 à 1312, enfin celle heureuse qui précède les fêtes de l'adoubement des fils du roi et de la prise de la croix. C'est au seuil de ces festivités, à la Pentecôte 1313, que ce volume s'arrête, car là commence l'affaire des Bru. 5 annexes généalogiques complètent l'essai, qui, sans prétendre à l'exhaustivité, tentent de rassembler les travaux érudits les plus récents et d'affiner des hypothèses pour des questions toujours en discussion. 1. Les débuts de la reine de Navarre à la cour, 1305 à 1307. Marguerite de Bourgogne, petite-fille de Saint-Louis, a vécu ses jeunes années dans le duché. Grâce à son mariage avec l'héritier du trône, Louis de Navarre, elle arrive à la cour avec le titre de reine de Navarre et le statut de reine de France présomptive. Cela justifie que nous suivions le règne de Philippe le Bel par son regard et celui des princesses qu'elle a rejointes à Paris, Jeanne et Blanche de Bourgogne, comté. Malgré les événements politiques majeurs et spectaculaires que sont l'expulsion des Juifs du royaume en 1306 ou l'arrestation des Templiers en 1307, on entrevoit que ce sont les affaires et vicissitudes familiales et curiales qui prévalent à cette période dans la vie des princesses. L'absence presque totale des sources comptables entre 1305 et 1314 n'empêche pas de se représenter leur quotidien et de supposer une intégration naturelle de Marguerite au sein de la famille royale. 1. Marguerite de Bourgogne, ascendance et jeunes années. Marguerite de Bourgogne, peut-être née en 1290, était sans conteste une princesse royale par son père Robert II, duc de Bourgogne, et surtout par sa mère Agnès de France.
Robert, né en 1248, était issu de la lignée du roi Robert II le Pieux, 1031, dont un fils cadet prénommé comme son père fut titré duc de Bourgogne en 1033. Agnès, née en 1260, était la dernière enfant du roi Louis IX, 1270, devenu Saint-Louis après sa canonisation en 1297, et de la reine Marguerite de Provence, 1295. Marguerite de Bourgogne était donc cousine germaine par sa mère du roi Philippe le Bel, et par son père de la reine douairière Marie de Brabant. Famille et jeunesse. Le duché de Bourgogne était l'un des fiefs les plus importants du royaume, et Robert II faisait naturellement partie des grands vassaux dont l'alliance était précieuse au roi de France. Philippe Auguste s'était appuyé sur Hugues III de Bourgogne, Louis IX sur Hugues IV et Philippe III sur Robert. Son biographe le décrivait comme un chevalier brillant, grand amateur des exercices du corps, des tournois et de la chasse, simple et d'un commerce facile avec ses familiers, qui déployait à la cour et dans les cérémonies un faste qui le faisait remarquer parmi les grands vassaux de la couronne, et il ajoutait « Très ambitieux, très opiniâtre dans ses projets, très jaloux de son autorité, peu tolérant pour les empiètements des seigneurs et des ecclésiastiques, parfois arbitraire, toujours à court des apostrophes, argent et peu scrupuleux sur les moyens de s'en procurer, sans cesse préoccupé de sauvegarder les droits de son domaine et d'en accroître l'étendue. » Marguerite grandit à proximité de cet homme-là. Robert toutefois, voyageait par monts et par vaux pour ses affaires ou celles du royaume, et ses enfants souffraient plus de son absence qu'ils ne profitaient de sa présence. Il pensait à eux cependant et la veille de partir à Rome, en 1298, il rédigea son testament et dota ses filles. Blanche, l'aînée, recevait 20 000 livres, Marguerite 15 000 et Jeanne, la dernière, 10 000. Agnès était alors enceinte. Si une fille naissait, elle bénéficierait de 10 000 livres également. Le duc dota en même temps 400 filles du duché pour la somme de 20 livres, pour les dommages causés par son père et lui-même lors de leur guerre privée. Sous Philippe le Bel, la mère de Marguerite, Agnès de France, était l'une des 3 enfants encore vivants de Saint-Louis, et cette ascendance lui conférait un prestige certain qui rejaillissait sur sa famille. Elle faisait notamment l'objet d'attention de la part du Saint-Siège. Outre l'autorisation de posséder un autel portatif pour célébrer les messes quels que fussent ses déplacements, elle se vit concéder le droit de visiter 2 fois l'an l'abbaye de Cîteaux, avec 4 dames de compagnie décemment vêtues, à condition de ne point coucher dans l'enceinte du couvent réservé aux moines. Elle pouvait choisir son confesseur, et surtout, elle était exemptée de toute excommunication prononcée contre elle qui ne viendrait pas directement de Rome. Le couple ducal comptait 10 enfants, dont 2 étaient morts jeunes. En 1305, Marguerite avait donc une fratrie nombreuse. Sa sœur aînée Blanche, future épouse d'Édouard de Savoie, fils du comte de Savoie-Amédée V, ses cadets Hugues et Eudes qui succéderaient comme ducs de Bourgogne, Hugues V et Eudes IV. Jeanne, future épouse de Philippe de Valois, furent Philippe VI qui deviendrait reine de France. Louis, époux de Mao ou Mathilde de Hainaut qui serait un éphémère prince de Morée, actuel Péloponnèse, Marie, future comtesse de Bar, Robert, destiné à devenir clerc, mais qui épouserait Jeanne de Châlons. Des jeunes années de Marguerite, nous ne savons rien. Les seules sources qui la mentionnent avant 1306 sont les testaments de son père et les traités de son mariage avec le fils du roi. Toutefois, selon toute vraisemblance, destinée tôt à devenir reine de France, elle reçut une éducation soignée, à laquelle le duc et la duchesse de Bourgogne étaient attachés. Ils se montraient attentifs dans le choix des précepteurs et maîtres, et à la mort de Robert II en 1306, celui choisi par Agnès, Jean Aubriot, donna aux enfants du couple, garçons et filles, les leçons prodiguées normalement pour la cléricature. Marguerite, mariée à cette époque, ne profita sans doute pas de ce précepteur-là, mais un parallèle peut être osé avec sa sœur Jeanne de Bourgogne, qui, reine, prouvera son intelligence et sa culture. S'il serait audacieux de déduire des capacités incontestables de Jeanne celles de sa sœur aînée, nul doute à minima que l'éducation de Marguerite fut exigeante. Un mariage chèrement acquis. Les tractations pour son mariage, commencées de bonne heure, furent la conséquence directe de celles menées par le roi Philippe le Bel avec Othon IV, comte de Bourgogne, époux de Mao d'Artois, sur lesquels il nous faut revenir. Le comté de Bourgogne, à l'est de la Saône, comprenait à peu près l'actuelle Franche-Comté et dépendait de l'Empire. Othon IV se trouvait alors confronté à des vassaux rebelles à son autorité, menés par son oncle Jean de Châlons.
L'empereur Rodolphe de Habsbourg et Jean de Châlons avaient de surcroît épousé en 1280 et 1284 deux filles du duc de Bourgogne Hugues IV, Marguerite et Isabelle. Les beaux-frères et le beau-père cernaient littéralement Othon. Or les ducs de Bourgogne avaient des vues de père en fils sur le comté et rêvaient d'une annexion, même si les procédés pour y parvenir étaient différents. Hugues IV avait pris les armes, Robert II, père de Marguerite, usa de charisme et d'affection et une réelle amitié le liait à Othon. Dès le début des années 1280 d'ailleurs, avec Philippe III, puis avec Philippe IV le Bel, Othon avait choisi définitivement le camp français. De son côté, le roi engagea très tôt avec le comte de Bourgogne des projets matrimoniaux. C'est ainsi que Jeanne, l'une de nos princesses, fille aînée de Mao d'Artois et d'Othon, fut promise à l'un des fils du roi par le traité d'Évreux du 12 juin 129-1119, tenu secret. Ce traité prévoyait, outre la cession de la baronnie de Salins au roi de France, deux clauses hypothétiques. Si le comte n'avait pas de fils à sa mort, Jeanne hériterait du comté de Bourgogne, et si Mao héritait de l'Artois, leur fille aînée en serait également bénéficiaire. Beaucoup de si. Un second traité signé à Vincennes le 2 mars 1295, plus avantageux pour Philippe le Bel que le traité d'Évreux, confirma la cession à Jeanne du comté de Bourgogne. La dot était constituée de toutes les possessions d'Othon IV et le roi administrait immédiatement en son nom le comté de Bourgogne. En échange, Othon recevait un don de 100 000 livres, une rente annuelle de 10 000 livres et une rente viagère de 2 000 livres. Le roi s'engageait en outre à éduquer et établir les enfants à venir du couple. Cette annexion allait entraîner une contestation vigoureuse de la noblesse franc-comtoise. Dès février 1294, des ligues se formèrent contre Othon et ses projets matrimoniaux qui rattachaient à terme le comté de Bourgogne à la France. Les Francs-Comtois ne voyaient pas sans appréhension le passage de l'autorité impériale, somme toute assez lointaine, à celle de Philippe le Bel, plus proche et contraignante. Robert II de Bourgogne manifesta lui aussi son mécontentement. Il caressait en effet de longue date l'idée d'une union entre ses enfants et ceux d'Othon, dans l'espoir d'un héritage fructueux du comté. Dès 1280, un arrangement avait été contracté entre le duc et le comte, le fils de l'un, Jean, devant épouser la fille de l'autre, Alix, à qui était dévolu le comté de Bourgogne en cas d'absence d'héritier mâle. Les tractations étaient bien avancées, puisqu'en février 1282 Othon demandait au pape les dispenses canoniques en vue de ce mariage. Le cas du décès des enfants était prévu puisque si Alix mourait, elle serait remplacée par sa sœur puis née, et Jean par l'un de ses frères. La promesse d'union était donc des plus sérieuses et pour Robert, c'était une perspective grandiose d'agrandissement de son fief, mais assez irréaliste car on voit mal comment le roi de France aurait pu accepter une telle puissance d'un vassal. Dans les faits, Jean et Alix étaient morts jeunes et le projet, sans être abandonné pour les enfants suivants, n'avait pas eu de suite immédiate. C'est alors que Philippe le Bel était intervenu dans ses affaires matrimoniales. En l'occurrence, Robert de Bourgogne se trouvait doublé par son royal neveu. Robert et Othon furent sur le point de se fâcher mais le roi eut l'habileté de laisser espérer au duc une alliance plus prestigieuse encore, celle de sa fille Marguerite avec l'héritier de la couronne, Louis. La guerre avec les Francs-Comtois qui dévasta le territoire dura jusqu'en mai 1301. Leur ligue comptait en effet deux alliés de poids, l'empereur d'un côté et le roi d'Angleterre Édouard Ier de l'autre. Mais les paix et trêves négociées par Philippe le Bel avec ces deux souverains, associés à des tractations financières et territoriales particulières avec les principaux vassaux comme Jean de Châlons, levèrent les résistances et obligèrent à la paix. Philippe le Bel montra une relative modération en acceptant la restitution aux confédérés de ce qui avait pu leur être enlevé, ou en promettant de garantir leurs bons œufs et bonnes coutumes. Cependant, les promesses matrimoniales du roi des années 1295 à 1297 entre son fils et Marguerite tardaient à se concrétiser, et ce n'est que le 28 février 1300 qu'un traité fut passé à l'abbaye de Longchamp avec le roi. Marguerite de Bourgogne était fiancée à Louis, fils aîné de Philippe le Bel. Le mariage aurait lieu lorsque les futurs seraient en âge, et bien sûr, lorsque les dispenses canoniques pour cause de parenté auraient été obtenues du Saint-Siège. La dot de 10 000 livres initialement envisagée par Robert dans son testament de 1298 était portée à 100 000 livres. Être père d'une future reine de France se payait cher.
Le roi accordait un douaire de 6 000 livres à Marguerite, 12 000 si elle devenait reine de France. Le cas où Louis mourrait avant de devenir roi était donc envisagé et une princesse n'avait pas les mêmes avantages financiers qu'une reine douairière. C'était une première étape dans la procédure administrative. Rien ne pressait, Marguerite avait peut-être 10 ans, Louis XI. Le contrat de mariage fut rédigé à Vincennes le 28 mars 1301. Il stipulait qu'il serait célébré lorsque Louis aurait atteint l'âge de 14 ans. Précision intéressante, à son défaut, si Louis était décédé, Marguerite serait mariée au cadet Philippe. Il faut croire que malgré les clauses de l'accord de 1295 avec Othon de Bourgogne, Philippe le Bel ne se fermait alors aucune possibilité et l'on se prend à rêver d'une uchronie où Marguerite serait devenue l'épouse de Philippe de Poitiers, et du duo royal qu'ils auraient formé. À l'automne 1303, Louis, né le 4 octobre 1289, avait donc 14 ans. Le contexte était difficile. La défaite retentissante de Courtrai en 1302 contre les Flamands et la campagne qui avait suivi à l'été, le conflit ouvert avec le pape Boniface VIII à son paroxysme et qui allait prendre un tournant spectaculaire avec sa mort en octobre 1303, le voyage en Languedoc que le roi dut entreprendre à L'. Hiver 1303-1304 pour arbitrer le conflit qui opposait les inquisiteurs dominicains à la population agitée par le franciscain Bernard Délicieux, la nouvelle campagne de Flandre qui se préparait pour l'été 1304, tout cela rejetait les cérémonies de mariage en arrière-plan. Mais Louis, à l'automne 1304, était désormais âgé de 15 ans et l'on peut penser que Philippe le Bel gagnait du temps. Le comte Othon de Bourgogne était mort en 1303. Le roi attendait-il quelque événement qui lui permît de marier Louis à Jeanne, l'héritière du comté de Bourgogne, ce qui rattacherait ainsi le fief au domaine royal, plutôt qu'à Marguerite, qui n'était qu'un pion dans le jeu entre le roi et le duc, vassal dont il fallait à la fois ménager les ambitions, flatter l'orgueil et canaliser la puissance ? Quelle que soit la raison, Robert et Agnès pressentirent le danger et demandèrent des garanties. Le 10 février 1305, le roi et la reine de France, Philippe le Bel et Jeanne de Navarre, s'engagèrent à ce que le mariage fût célébré à l'époque de la prochaine fête de Saint-Denis, c'est-à-dire en octobre 1305. Louis aurait 16 ans, Marguerite sans doute 15. 2. Avant l'arrivée à la cour, la mort de la reine Jeanne. Marguerite ne perçut sans doute qu'un écho lointain de la lutte entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, de sa mort peu de temps après les événements d'Anagni en 1303, et de la vacance pontificale entre Benoît-Xi et l'élection de Clément V en juin 1305. Elle était plus directement concernée en revanche par les nouvelles de Flandre et la bataille de Mons-en-Pévèle, en août 1304. Car le roi, qui avait décidé de mener lui-même la guerre, était à Arras en juillet. Ses frères Charles de Valois et Louis d'Évreux l'accompagnaient, mais également son connétable Gaucher de Châtillon et ses deux représentants, le comte de Savoie-Amédée et le père de Marguerite, Robert II de Bourgogne. L'heure était grave et Marguerite en âge de le comprendre. Le désastre de Courtrai en 1302, défaite cuisante contre les Flamands qui avaient décimé la chevalerie française, restait vif dans les mémoires. Le 18 août 1304, Philippe le Bel emporta une victoire suffisante pour assiéger l'île qui se rendit, et il licencia son armée le 27 septembre. Une conférence de paix fut décidée pour la fin de l'année à Paris. Le duc de Bourgogne était alors accaparé par la négociation d'un traité avec les Flamands, aux côtés de Louis d'Évreux, du comte de Dreux et du comte de Savoie. La guerre n'empêchait pas les affaires, et en ce début d'année 1305, la date du mariage de Marguerite avec Louis était fixée à l'automne comme nous l'avons vu. Peu de temps avant, sa mère Agnès avait mis au monde un garçon prénommé Robert. La nouvelle en avril de la mort de la sœur de Philippe le Bel, Blanche de France, duchesse d'Autriche depuis son mariage avec Rodolphe de Habsbourg, parvint à la cour de Bourgogne, mais c'est l'annonce de la mort de la reine Jeanne qui frappa les proches du roi. Le 2 avril 1305 en effet, la reine Jeanne s'éteignit au château de Vincennes d'une maladie inconnue des médecins qui l'avaient emportée en 3 semaines. Elle gardait pourtant auprès d'elle un physicien à son service de longue date. Cette femme énergique mais attentionnée, épouse dévouée, mère aimante, laissait un époux et des enfants dans le plus grand désarroi. Dans un acte tenu secret jusqu'à sa mort, elle avait choisi d'être inhumée dans l'église des Cordeliers de Paris, et non à Saint-Denis comme le voulait Philippe le Bel. Ainsi,
elle marquait une indépendance posthume qui certainement se retrouvait dans sa vie. Pour le chroniqueur Geoffroy de Paris, elle laissait le souvenir d'une reine sage qui avait contribué à une relative paix du royaume. Le roi ne se remaria pas. En ce triste printemps de 1305, la Flandre monopolisait à nouveau l'attention. Le vieux comte de Flandre Guy de Dampierre, otage du roi à Compiègne depuis 5 ans, mourut le 7 mars. Philippe le Bel libéra alors son fils Robert de Béthune qui lui succéda à la tête du comté. Un traité fut signé le 24 juin à Athis, dont Marguerite retint qu'il était très favorable au roi. Les Flamands se trouvaient littéralement laminés, condamnés à des indemnités exorbitantes, 400 000 livres tournois, et Bruges, en représailles des matines de Bruges de 1302, devait envoyer 3000 citoyens en pèlerinage, dont 1000 en Terre Sainte. En juin, on apprit la bonne nouvelle de l'élection du pape Clément V, de son nom Bertrand de Goth, français d'Aquitaine. Il était peu pressé de se rendre à Rome, où les rivalités familiales et politiques rendaient la situation dangereuse. Son couronnement était prévu en novembre à Lyon. Marguerite se prépara à son mariage par un été très chaud, où l'on souffrit de la sécheresse. Elle s'unissait à un jeune homme endeuillé, dont toute la famille pleurait encore l'épouse et la mère. Aussi, nulle fête comme celles qui seront décrites en 1308 pour sa belle-sœur Isabelle et qui dureront 8 jours, mais une cérémonie modeste dont les chroniqueurs signalent juste qu'elle eut lieu à Vernon. C'est Louis d'Évreux, frère du roi, qui accueillait en ce 23 septembre 1305 la petite assemblée princière. Marguerite quitta définitivement sa famille pour résider désormais à la cour de France. 3. Après le mariage à Vernon, 1305 à 1306. C'est en reine de Navarre que Marguerite de Bourgogne gagna la cour à l'automne 1305. Ce statut et le rang qu'elle avait acquis étaient tristement liés au décès de l'épouse du roi, Jeanne, reine de Navarre et comtesse de Champagne et de Brie. Louis, époux de Marguerite, héritait en effet de sa mère à la fois le royaume et les comtés. Ainsi, dès 1305, Marguerite devint non seulement la première femme de la cour mais aussi la reine présomptive du royaume de France, et comme telle, elle était respectablement entourée. Marguerite et Jeanne. Jeanne de Bourgogne fut assurément la première compagne de Marguerite. Son père Othon, comte de Bourgogne, était mort le 27 mars 1303 des suites de ses blessures alors qu'il stationnait à la frontière flamande après la défaite de Courtrai en août 1302, et ses enfants avaient alors été accueillis à la cour conformément à ce que stipulait le traité de Vincennes de 1295 relatif au mariage de Jeanne. À en croire les historiens du XIXe siècle, Philippe le Bel enleva presque les enfants de Mao pour les surveiller dans le but d'empêcher la noblesse franc-comtoise de mettre la main sur le jeune Robert, dernier fils de Mao et d'Othon, et d'en faire le symbole d'un comté indépendant de la France. Édouard Clerc qualifie même Robert de prisonnier du roi de France. Il n'en fut rien bien sûr. Compte tenu des bonnes relations du comte Othon avec le couple royal, et de l'affection qui liait Mao d'Artois et la reine de France, sa cousine Jeanne de Navarre, il est impensable, alors même que Robert d'Artois et Othon, père et mari de Mao, venaient de mourir pour le royaume, que quelques mesures autoritaires ou vexatoires aient été prises par le roi. A fortiori retirer à Mao ses enfants sans son consentement. D'ailleurs Jules-Marie Richard dans son étude des comptes de l'hôtel de la comtesse, montre que dès 1304 le jeune Robert possédait son propre hôtel, gouverné par d'anciens officiers de Robert II d'Artois. Plus tard, vers 1310, des chevaliers aux gages de Mao tenaient les comptes de l'hôtel de son fils. Il ajoute que Robert passait du reste, à des intervalles irréguliers, la plus grande partie de l'année auprès de sa mère. Il la suivait dans ses déplacements, en litière lorsqu'il était jeune, et comme Mao séjournait le plus souvent à Paris, il était naturel qu'il fréquente la cour assidûment. Pour ce qui regarde ses filles, le traité de Vincennes engageait effectivement le roi à éduquer et établir les enfants de Mao et d'Othon. C'était un avantage pour le couple comtal, nullement une sanction. L'éducation des promises à la cour de leur futur mari était habituelle, et Jeanne de Navarre elle-même en avait été l'heureux exemple. Tout appuie l'hypothèse que le fils de Mao resta à sa garde, tout en figurant dans l'entourage du roi de France. En revanche, ses filles Jeanne et Blanche, âgées en 1303 de 15 et 7 ans, furent accueillies à la cour. Mao, qui devait désormais gouverner seul ses comtés et s'y rendre régulièrement,
considérée sans aucun doute comme une solution et une chance pour ses filles d'être admises dans le cercle royal, en attendant pour Jeanne son mariage avec Philippe de Poitiers, cadet du roi, et pour Blanche, une opportunité. Cela ne l'empêchait nullement de les voir dans son hôtel d'Artois, lorsqu'elle séjournait à Paris. Ainsi, Marguerite rencontra ou retrouva Jeanne qu'elle connaissait peut-être, et des indices laissent penser qu'elle s'entendit très bien avec sa future belle-sœur. Elles étaient d'abord sensiblement du même âge, et partageaient une excellente éducation. Plus tard, en 1308, il n'est pas anodin de noter que c'est un valet de Marguerite, Hugues de Flay, qui annoncera à Robert, frère de Jeanne, la délivrance de sa sœur. Elle l'assistait lors de son accouchement. Il semble bien qu'il régnait entre les deux femmes la même entente que celle qui existait entre Jeanne de Navarre et Mao d'Artois. L'hôtel du roi et de la reine de Navarre après leur mariage. La quasi-absence de sources empêche une représentation sûre de la vie de Marguerite et Louis. Seule l'ordonnance de l'hôtel du roi de Navarre donne l'organisation et le nom des officiers et domestiques au service du prince, au nombre de 160, mais elle concerne la période qui suit l'adoubement de 1313. Avant cette date, 28 personnes étaient détachées de l'hôtel de Philippe le Bel pour Louis. Au début de leur mariage, l'effectif de l'hôtel du roi de Navarre était donc relativement modeste mais incompressible, avec ses chambellans comme Guillaume Pommier et Gilles de Sergine, son panetier Geoffroy du même nom, ses valets de chambre, cuisiniers et tous leurs subordonnés, son confesseur, ses chapelains et clercs, au moins une quarantaine de personnes. Marguerite était entourée de ses dames de compagnie, préalablement au service de la reine Jeanne de Navarre, notamment Blanche de Bretagne, fille du duc de Bretagne et de Béatrix d'Angleterre, elle-même sœur du roi Édouard Ier. Veuve depuis 1298 de Philippe d'Artois, frère de Mao et compagnon de longue date de Philippe le Bel, Blanche bénéficiait de l'attention du roi. Marie de Vaucemin, ancienne nourrice de Louis de Navarre dont elle avait toute la confiance, ou Jeanne de Machaut, d'une lignée de chambellans royaux l'assistait également. Ces dames et demoiselles devaient occasionnellement s'absenter pour des visites familiales, pour leurs affaires privées et pour congés maternité. Le cas était pour ainsi dire prévu. Dans l'ordonnance du 3 décembre 1316 relatif à l'hôtel, on trouve la mention « Si une demoiselle se trouve grosse, elle s'en ira à son hôtel aussitôt qu'elle ne pourra plus manger en salle. » Rappelons que chacune des dames était accompagnée d'au moins une demoiselle et une femme de chambre. Il y avait donc plus d'une quinzaine de femmes qui gravitaient quotidiennement autour de la reine de Navarre. Même si l'entourage de Jeanne et Blanche de Bourgogne était plus simple, elles se trouvaient nécessairement accompagnées elles aussi. Cela porte, dans une hypothèse basse, à une vingtaine de dames et demoiselles l'environnement habituel des princesses. L'ancien confesseur de la reine de Navarre, Durand de Champagne, faisait aussi partie du cercle intime de Marguerite. Ce franciscain était l'auteur reconnu d'un miroir des dames destiné aux princesses. Nous connaissons en outre l'identité du clerc de la chapelle de Marguerite qui se nommait Henri, de deux de ses valets, Hugues de Flay et Coquillet, ainsi que ceux détachés de l'hôtel de Philippe le Bel pour la servir, dont Jean de Vaucemin, fils de sa dame Marie. Certaines fonctions étaient mutualisées. En 1307 par exemple, Marguerite et Jeanne firent appel au clerc du roi Raoul de Préaux pour leurs affaires particulières, dont on aimerait bien connaître la teneur. L'ensemble de l'hôtel de Marguerite représentait au moins une quinzaine de personnes. S'ajoute plus tard celui des enfants qui, même réduit, comporte une nourrice, une berceuse, un valet à pied et un valet à cheval, une dame, un chapelain, un médecin, peut-être une douzaine de gens. On peut alors se représenter l'hôtel du roi et de la reine de Navarre. Une fourmilière de serviteurs et de familiers, entre 60 et 80 personnes, qui, même si les services étaient alternés, se croisaient quotidiennement. En 1307, l'hôtel du comte de Poitiers et celui de son épouse Jeanne, proches géographiquement du couple de Navarre, puis en 1308 celui de Blanche et Charles de la Marche s'additionnaient. Tout cela sans compter l'hôtel de Philippe le Bel, où plus de 800 personnes étaient dénombrées en 1313. Où vivaient Marguerite et Louis ? L'absence d'éléments comptables ne laisse que des hypothèses. Dès janvier 1306, Louis et son frère Philippe reçurent un ensemble de privilèges accordés par le pape Clément V, bulles relatives à l'excommunication, aux autels portatifs, aux autorisations d'entrer dans les monastères, aux prérogatives du confesseur. Or, cette grande série de bulles intervenait au moment où l'on établissait les autels des enfants royaux, et où on les mariait.
C'est donc la période où les hôtels de Louis et Marguerite d'un côté et Philippe de l'autre furent officialisés. Les deux résidences privilégiées, lorsque la cour ne se déplaçait pas, étaient le Palais de la Cité et le Louvre. Toutefois, la plus grosse période de travaux d'agrandissement du palais se situe à partir de 1308 et l'inauguration aura lieu seulement à la Pentecôte de 1313, date à laquelle le roi ne l'habitait pas encore. Le Louvre semblait donc privilégié. Le château de Vincennes, résidence familiale délaissée par le roi après la mort de la reine Jeanne, fut cependant peut-être occupé par les princes et les princesses lorsqu'ils ne le suivaient pas dans ses déplacements. Mais le plus souvent, les fils du roi et leurs épouses vivaient dans sa proximité avec toute la cour au gré des chasses en Île-de-France. Remarquons encore que dans les comptes royaux, si les dépenses sont parfois nominatives, la comptabilité, elle, était commune. Ainsi, en 1307, elle titre « Dépenses pour la chambre nos seigneurs et pour leurs compagnons », et plus loin « Dépenses pour la chambre nos dames ». Cependant les commandes groupées, comme dans une centrale d'achat, étaient ensuite dispatchées entre les différents hôtels selon les besoins. Par ailleurs, la distinction était faite pour un même produit, entre l'hôtel Nos Dames et l'hôtel de Louis, ce qui est la preuve que chacun possédait un hôtel et ses gens malgré une vie largement communautaire. Il ressort de ces éléments un peu épars que Marguerite et Louis menaient un train-vie tout à fait princier et conforme à leur rang. Juste après le mariage, le couronnement du pape, novembre 1305. Le premier événement important après l'arrivée de Marguerite à la cour fut le couronnement du pape à Lyon le 15 novembre 1305. Le roi y assista avec ses frères et de nombreux nobles, mais ses fils restèrent à Paris. Édouard Ier d'Angleterre, éreinté par la guerre contre les Écossais et peu pressé de se retrouver coincé entre le pape et le roi de France, avait décliné l'invitation. Dommage, on devait traiter du mariage de son fils avec la petite Isabelle, fille de Philippe le Bel. Clément V signa néanmoins la dispense pour autoriser l'union immédiate malgré les 10 ans de la fiancée, et la majorité canonique fixée à 12 ans pour les filles. Des procureurs furent nommés à cette fin pour représenter la fille du roi. Louis d'Évreux, Jean de Dreux et Guy de Châtillon. Heureusement pour Isabelle, des complications reportèrent le projet. À Paris, on reçut une terrible nouvelle. Un accident avait eu lieu après le sacre. Un mur surchargé de spectateurs s'était écroulé sur le passage du pape, et le duc de Bretagne Jean II avait trouvé la mort. Blanche de Bretagne, première dame de compagnie de Marguerite, était directement touchée par ce deuil. Charles de Valois, frère du roi, fut semble-t-il grièvement blessé. Le cortège avait quitté l'église de Saint-Just où Clément V venait d'être couronné, et pour lui faire honneur, les plus grands seigneurs tenaient la bride de son cheval. Philippe le Bel avait été le premier suivi de ses frères puis du duc de Bretagne. Enseveli sous les décombres, ce dernier en avait été retiré mourant et amené dans une maison voisine où il s'était éteint 2 jours plus tard. Le cercueil du duc avait alors été transporté par la Loire, et les funérailles s'étaient déroulées à Plohermel le 16 décembre, dans le couvent qu'il avait fait bâtir pour les carmes ramenés avec lui de son voyage en Terre Sainte en 1273. Jean et son épouse Béatrix d'Angleterre, en effet, s'étaient croisés en 1270. Ils avaient suivi les parents de Jean, le duc Jean Ier de Dreux dit le Rouge et Blanche de Champagne-Navarre pour rejoindre Louis IX. Mais apprenant la mort du roi à Tunis, le duc était revenu en France tandis que le futur Jean II avait poursuivi sa route vers la Syrie avec le prince Édouard, bientôt roi d'Angleterre. Il avait gardé toute sa vie la nostalgie de ce voyage, ce qui se révéla bientôt à la lecture de son testament. Il y évoquait sa grande affection à la Terre Sainte d'Outre-mer. Jean avait d'ailleurs amassé un trésor pendant son règne en prévision d'une prochaine croisade, et la première disposition de l'acte était un legs de 30 000 livres pour le prochain passage. Il voulait que son fils aîné s'y rendît, ou à défaut Jean de Richmond, le cadet. Si aucun d'eux ne pouvait partir, il demandait qu'un seigneur ou deux le représente, et les 30 000 livres devaient leur permettre de s'équiper et de s'entourer de gendarmes. On imagine l'enthousiasme des héritiers à se dessaisir d'une telle somme. Jean II léguait à sa fille préférée Aliénor, abbesse de Fontevraud, une petite croix d'or qu'il avait rapportée de Terre Sainte et qui bien sûr était montée sur un crucifix du bois de la vraie croix. À sa fille Blanche, il ne donnait rien. Le frère de Blanche, Arthur II de Bretagne, succéda à son père. Malgré le tragique accident du couronnement,
Philippe le Bel était satisfait de sa rencontre avec le pape. Il avait obtenu, par la bulle du 23 décembre Ferventi Devotionis Integrita, une série de privilèges propres à soulager sa conscience. Il se disait tourmenté en effet par les manipulations monétaires, les prélèvements et charges sur l'Église, sur ses sujets, sur les Juifs et autres étrangers, toutes choses qui s'étaient imposées à lui par la nécessité de la situation. Néanmoins, il en gardait scrupule. Clément V les leva en absolvant le roi de tout. Il permit en outre à son confesseur de relever son royal pénitent de toute sentence ecclésiastique ou excommunication liée à ses actions passées. Plus encore, il lui accorda l'immunité pour tout manquement à un éventuel vœu de croisade ou à l'aide de la Terre Sainte. Le roi était habillé de blanc pour l'hiver. La mort de Robert, duc de Bourgogne, père de Marguerite, mars 1306. L'hiver 1306 fut glacial. À la mi-mars, Marguerite était alertée. Son père se trouvait dans un état critique à Vernon, dans la résidence de Louis d'Évreux où le roi séjournait aussi depuis le 28 février. Il est probable que le couple de Navarre rejoignit aussitôt Vernon, à moins qu'il n'y fût déjà avec le roi. Le 21 mars, Robert mourut à 58 ans en présence du souverain qui l'avait fidèlement servi. Il avait eu le temps de rédiger un 4e codicille à son testament, où il avait apporté quelques modifications. Mais il confirma la tutelle de son épouse Agnès sur Hugues, l'héritier du duché alors âgé de 12 ans, et le conseil où siégeaient le comte d'Évreux et Jean de Châlons-Arlay, seigneur franc-comtois. Il confirma également les dispositions matrimoniales arrêtées pour ses filles Jeanne, avec Philippe, fils de Charles de Valois, et Marie, avec le comte de Bar. Quant à Robert, né en 1304, il le destinait comme prévu initialement à devenir clerc et lui assurait une pension de 1000 livres de terre, et la maison forte de Montigny-sur-Serein. Enfin, il priait la reine Marie de Brabant, sa nièce chérie, d'apposer son sceau à cet acte. Il ne faut pas douter que ce fut un choc pour la jeune reine de Navarre de 16 ans. Dans une cour où Philippe le Bel était abîmé dans son deuil, les mauvaises nouvelles se succédaient. La mort de son père, force de la nature, de la trempe de ce Robert II d'Artois que tous regrettaient, semblait subite. On peut penser que Philippe le Bel manifesta de la compassion pour sa belle-fille. Peut-être profita-t-elle alors des autorisations papales exceptionnelles qui lui avaient été accordées au début de l'année, pour adoucir son chagrin en séjournant et priant dans les monastères de Paris et des environs. Le 13 avril, après l'enterrement de son époux à Cîteaux, Agnès, duchesse de Bourgogne, vint à la cour pour rendre hommage au roi et convenir des conditions de tutelle de son fils, désormais duc sous le nom de Hugues V. La réunion se tint en présence de la reine Marie de Brabant et de son fils Louis d'Évreux, tuteur du jeune duc. Ne peut-on penser, malgré le silence des sources, que la reine de Navarre y assista également ? Un mois plus tard, Philippine, fille du comte de Flandre défunt Guy de Dampierre et otage du roi de France depuis 1295, s'éteignit à son tour. Elle avait été élevée à la cour, et traitée selon son rang. Son éducation avait été confiée à ceux qui l'entouraient déjà en Flandre, et elle était escortée de 4 chapelains, plusieurs gouvernantes et demoiselles d'honneur et 14 serviteurs. On ne sait si le roi projetait de la marier, mais il ne l'avait pas laissée quitter sa cour. Philippine devait être sensiblement du même âge que Marguerite. On ne peut que conjecturer leur relation, mais il n'est pas impossible que cette perte la touchât directement. C'est dans cette lourde atmosphère que Philippe le Bel prit des décisions religieuses et spirituelles notables. Une année liturgique. L'année 1306 commença avec une grande satisfaction pour le roi. Clément V abrogea les bulles Clericis Laico et Unam Sanctam que le pape Boniface VIII avait fulminées contre lui, en 1296 et 1302. La première, qui avait menacé le roi d'excommunication, était une réaction du pape à la levée d'un impôt par le souverain sur le clergé français sans son avis. La seconde, 6 ans plus tard et alors que les relations entre Philippe le Bel et Boniface VIII avaient atteint le point de rupture, affirmait pour faire simple, que le pape avait tout pouvoir, sur le spirituel comme sur le temporel. Le roi n'avait pas apprécié le concept. L'abrogation de ces traces d'une querelle embarrassante manifestait donc la bonne volonté de Clément V, et son pontificat s'annonçait pour le roi sous les meilleurs auspices. Mais bien d'autres événements d'ordre religieux marquèrent l'année 1306.
La dévotion de Philippe le Bel à son saint grand-père était devenue, après la mort de son épouse Jeanne, presque obsessionnelle. Les ossements de Louis IX se trouvaient depuis 1298 à Saint-Denis, et le roi voulut les transférer à la Sainte-Chapelle, pour son usage personnel en quelque sorte. Mais les moines de Saint-Denis s'y opposèrent fermement, essentiellement parce que ces reliques réputées miraculeuses attiraient nombre de pèlerins, et leurs aumônes. On parvint à un compromis, validé par Clément V. Philippe le Bel pourrait prendre le chef, la tête, mais pas la mandibule, la mâchoire, ni les dents qui resteraient dans la célèbre basilique. Une grande cérémonie eut lieu le 17 mai 1306 pour cette translation où le crâne du saint fut placé dans un couteau reliquaire, mais le roi était semble-t-il empêché, il s'était blessé à la chasse. Louis de Navarre et Marguerite, petite fille du saint, présidèrent peut-être la cérémonie aux côtés de la reine Marie de Brabant, des filles de Saint-Louis, Blanche de France et Agnès, duchesse de Bourgogne, dont on peut penser qu'elle avait fait le déplacement malgré son deuil. Marguerite s'est sûrement investie dans le culte de son grand-père, et c'est peut-être un point commun avec le roi qui a pu les rapprocher. Le pape offrit à cette occasion à Philippe le Bel et à ses invités, de précieuses étoffes. Est-ce avant ou après la translation que Philippe le Bel décida la réorganisation des tombeaux des rois à Saint-Denis? Quoi qu'il en soit, ce qui motivait ce changement n'était pas nouveau et Louis IX puis Philippe III avaient tous deux procédé à des réagencements dont le but était de proclamer l'union des deux lignées royales, carolingienne et capétienne. Philippe le Bel redistribua lui aussi les tombes. Il permuta les carolingiens Carloman et Irmintrud derrière la rangée des capétiens à gauche du chœur, tandis que dans la rangée carolingienne, il avança Pépin et Bertrade, parents de Charlemagne, aussitôt remplacés par son père Philippe III et sa mère Isabelle d'Aragon. Il indiqua sa volonté d'être enterré lui-même près de son père. C'est une précision intéressante parce que la mutation de la tombe de Philippe III laissait la place libre à côté de Saint-Louis. Remarquons aussi que cette disposition reproduisait presque au centre du chœur, celle de 1264, avec les trois tombes somptuaires des aïeux prestigieux, Philippe Auguste, Louis VIII et Louis IX. Cela révèle-t-il de Philippe le Bel que non seulement il n'estimait pas son père Philippe III digne de figurer à leur côté comme le pense Andrew W. Lewis, mais que lui-même ne pouvait prétendre à cet honneur sacral? Il semble évident en revanche qu'il revendiquait hautement son ascendance carolingienne, en plaçant ses parents et lui-même dans cette rangée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.